Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 3 janvier 2025, il est presque 6 heures. Et pour commencer, déjà, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. J'espère qu'elle sera prospère pour vous. Et bien évidemment, la santé, le plus important, la famille. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un cercueil. Donc le plus important, faut vraiment pas l'oublier, c'est vos proches, l'amour que vous leur donnez et l'amour qu'ils vous donnent. Alors, on a à présent clôturé l'année 2024. Donc on va pouvoir essayer de prendre un peu de recul et regarder un peu ce qui s'est passé et essayer d'établir quelques scénarios pour cette année 2025 avec évidemment toutes les incertitudes qu'on peut avoir devant nous. Hein. C'est toujours très compliqué, même si c'est ce qu'on essaye de faire, de prévoir ce que va faire le prix. Mais par contre, on peut réagir à ce que le prix réalise, à ce que les marchés réalisent, et ensuite acter une ou plusieurs stratégies en fonction de ce que le prix aura délivré. Alors, je vais commencer déjà par regarder un peu le dollar, parce que ce qui s'est passé cette année est quand même assez édifiant. Alors déjà, je reviens pas dessus, hein, mais c'est sur le respect là de ce scénario qu'on avait établi, que j'avais établi en premier trimestre 2024, à savoir une expansion, une accumulation, une manipulation et distribution. Donc là, ce scénario a été respecté. Moi, c'est vrai que j'étais plutôt parti sur une réaction du dollar au contact de cette imbalance ici, qui est un imbalance qu'on voit bien, voilà, ici en weekly. Et c'est vrai que on a eu un début de réaction, mais cette FVG s'est transformée en mitigation block. Ce qui, a priori, a l'air de vouloir nous emmener vers cette buy-side liquidity. Alors, je dis pas qu'on va y aller, hein, mais en tout cas, ça semble vraiment en prendre le chemin. Et cette buy-side liquidity, elle est quand même à 111,43 sur les futurs, sur les marchés futurs du DX de cet indice. Hein. Donc ça, c'est en weekly. Maintenant, si on regarde en trimestriel, en échelle trimestrielle, ce que ça pourrait nous donner, c'est qu'on a au-dessus un order block, donc en trimestriel, dans cette zone. Donc si ça n'a pas réagi ici, on peut raisonnablement s'attendre à ce que ça réagisse dans cette zone. Alors ce qui est quand même assez intéressant, c'est que toute cette jambe haussière ici a été corrélée positivement avec les risk-on, ce qui est quand même suffisamment inhabituel pour qu'on puisse le noter. Hein. Donc si je regarde notamment sur la même échelle temporelle sur le Nasdaq, voilà ce qu'on a eu. Voilà ce qu'on a eu sur le SP500, sur la même échelle temporelle. Voilà ce qu'on a eu sur le Dow Jones. On commence là ici quand même à observer malgré tout une divergence baissière. Voilà ce qu'on a eu sur le Gold. On observe également cette même divergence baissière ici. Alors ça, c'est un phénomène que iCity notamment décrit très bien dans ses mentorats, hein, notamment dans le mentorat 2016 et je crois aussi dans le 2023, c'est-à-dire que une corrélation positive entre le dollar et les risk-on se traduit assez souvent par un momentum qui peut être plus faiblement coordonné à cette hausse. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on peut observer ici. Mais en tout cas, là, à cet instant T, on voit bien que on est plutôt sur ces indices en situation de surachat, pour ne pas dire de surchauffe. Hein. Mais ceux qui ont un peu d'expérience sur les marchés savent très bien que cette situation de surachat, qu'on peut observer notamment si vous mettez des indicateurs comme William, R13 ou même un RSI, hein, les marchés peuvent rester très longtemps en situation de surchauffe comme celle-ci. Donc c'est plutôt, en ce qui me concerne, un signal qui amène à rester prudent évidemment, à rester un peu en alerte, parce que là on est un peu sur ces risk-on là, dans la situation d'un élastique qui serait un peu tendu et qui à n'importe quel moment pourrait se détendre et nous ramener sur des plus bas. Donc moi je vais rester quand même extrêmement attentif là sur ce début d'année, sur ce premier trimestre, et pour l'instant en tout cas je vais rester très très prudent sur cette supposée corrélation négative entre le dollar et les risk-on. Pour l'instant, elle n'est pas actée. Elle pourrait très bien reprendre ses droits à n'importe quel moment, donc il va falloir être vraiment très prudent. Alors, ce qui pourrait être positif, c'est que cette situation perdure encore quelques semaines et qu'on puisse, au retest de cet order block ici, assister à un reflux du dollar, ce qui pourrait aller dans le sens d'une continuation haussière sur les risk-on. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Ce que je vois notamment, c'est la dynamique qu'on peut observer sur l'euro, hein, et qu'on s'apprête dans peu de temps, je pense que c'est une question probablement de jours, peut-être au plus de semaines, à retester ici ce breaker daily sur l'euro, et qu'à cette occasion, à ce contact-là, on pourrait tout à fait observer un repli du dollar. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc là, bien évidemment, on va être
dans les semaines qui viennent, là, suspendus aux lèvres des banques centrales et de la Fed, hein, et notamment eux-mêmes vont être évidemment suspendus aux résultats des chiffres de l'inflation. J'ai regardé un petit peu sur Forex Factory et c'est vrai que là, le mois de janvier, c'est un peu un champ de mine, hein. C'est vraiment très piégeux. Là, on a vraiment des annonces qui vont être très, à mon avis, déterminantes sur le trimestre à venir. Donc on peut voir notamment la semaine prochaine, on va voir le CPI, le PPI, on va voir les chiffres du chômage. On va avoir aussi des news importantes qui vont concerner la zone euro, et ça va évidemment avoir son importance. On a le FOMC, je suis en décembre, on va aller en janvier. Bon, de toute façon, ce sont des événements récurrents qui ont lieu tous les mois, hein. On va avoir le FOMC qui aura lieu le 29 janvier, donc à la fin du mois. Voilà, bon, enfin, en tout cas, et puis le corps PCE, évidemment, qui est probablement l'annonce la plus importante pour le calcul des taux d'intérêt. Et ça, c'est à la fin du mois. Donc, étant donné l'importance des news à venir, il n'est pas du tout exclu qu'on s'engage sur le mois de janvier sur quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de la consolidation. C'est ce que font les marchés, hein, avant de telles annonces, et surtout vu l'enjeu qu'elles représentent, ces annonces, qu'on s'engage sur une période pour utiliser un abus de langage, de création de liquidité. Création de liquidité, c'est-à-dire qu'on va de part et d'autre, au nord et au sud, créer des zones d'intérêt dont le marché se fera un plaisir de se délecter à l'occasion de ces news économiques. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais ça veut juste dire qu'il faut évidemment être prudent, mais comme toujours, hein, bien gérer son risque et être prêt à dégainer dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire avoir un biais qui soit le plus souple possible. L'important sur les marchés, c'est pas d'avoir raison, hein, c'est d'être capable de réagir rapidement et de dégager des actions qui tiennent compte de ce que le marché est en train de réaliser. Donc à présent, si je regarde un peu dans l'écosystème crypto, ce que l'année 2024 nous a donné, là on va aller sur le marché CME. Alors voilà l'allure de la charte sur le marché CME pour les contrats à terme sur Bitcoin. Donc l'année 2024, elle a été vraiment très très impulsive. Malheureusement, on manque un petit peu d'historique sur les CME, hein, parce que il date de 2017. Alors on va regarder un petit peu sur le Bitcoin Index. Si j'affiche la charte en logarithmique, on peut voir que l'année 2024 a laissé derrière elle, outre cette énorme impulsion, est en train de créer ici une zone d'inefficience, comme ça a été le cas pour l'année 2020, comme ça a été le cas pour l'année 2017, comme ça a été le cas pour l'année 2013. Bon, c'est pas pour rien que ces inefficiences se créent, en tout cas pour l'instant, depuis la création de Bitcoin, hein, sur les années de halving. On peut voir que celle de 2017 n'a pas été entièrement comblée. Celle de 2020 a été comblée, mais en 2022. Donc, c'est-à-dire que l'année qui a suivi le halving a continué à être haussière. Mais après, c'est toujours un peu la difficulté, hein, sur Bitcoin, c'est que pour l'instant, on a 4 cycles derrière nous. Donc, c'est évidemment très aventureux de dresser des statistiques, d'extrapoler des statistiques à partir de 4 occurrences. En tout cas, si ça devait se passer comme le précédent cycle, on pourrait continuer à avoir une année haussière en 2025. C'est tout à fait envisageable. De toute façon, il faut bien comprendre que sur les marchés, notamment les crypto-monnaies, mais tout est envisageable en fait. Donc il faut vraiment se préparer à tous les scénarios. On peut notamment voir que sur l'année 2023, on n'a pas eu de retest du prix, quasiment pas eu de retest du prix d'ouverture de l'année. On n'en a quasiment pas eu non plus l'année 2021. Vous voyez qu'il faut vraiment zoomer pour observer un retest du prix d'ouverture. Vous voyez, le prix d'ouverture, il est ici. Il était à 28 976,33 et on a eu juste un retest et une toute petite mèche à 27 741. Donc là, on est le 3 janvier, donc c'est un peu normal, mais pour l'instant, on a un plat de bougies ici. Donc est-ce qu'on va avoir un retest d'une partie de cette inefficience laissée par l'année 2024 ? Ça, c'est je pense qu'on va rapidement être fixé, hein. Ça serait vraiment étonnant qu'il n'y en ait pas. Si vous regardez bien, il y en a eu un petit ici en 2023 et toutes les années qui ont précédé, en dehors de 2013, même ici on a eu, en dehors de 2013, on a toujours eu un retest du prix d'ouverture. Voilà, donc je pense que c'est raisonnable de s'y attendre. Alors si je retourne sur le marché CME, maintenant on va regarder la charte en trimestriel. Donc on va retrouver ici cette longue période de consolidation, hein, qu'on a tous traversé. Le dernier trimestre 2024 qui a été très impulsif, tout comme le dernier trimestre 2020, donc du précédent halving, a été également très impulsif. On a eu une forte impulsion sur le premier trimestre 2021, et c'est ensuite à Q2,
qu'on a eu un gros retracement, un retest, dernier trimestre 2021, et ensuite on est rentré dans une phase de retracement, consolidation et ensuite expansion. Donc on a là une zone d'attention qu'on va garder en mémoire, notamment parce qu'à mon avis, on a probablement ici, dans cette zone, un point d'atterrissage de l'actuel bull run. Alors, on pourrait aller plus bas, mais moi je pense que c'est dans cette zone probablement que ça va se passer s'il y a un retracement. Maintenant, si j'affiche la charte en monthly, toujours sur le CME, on a cette fois-ci une inefficience dans cette zone. Bon, celle-là n'est plus d'actualité, donc je vais l'enlever, qui pour l'instant constitue une inefficience haussière. Elle prend forme à partir de 91 735 et elle se termine sur le haut de cette bougie à 76 360. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'un retest de cette zone, qui est quand même très large, ne remettrait pas a priori en cause la structure haussière de cette charte. Alors évidemment, ça ne ferait pas du bien, mais c'est quelque chose auquel il faut tout à fait être en mesure de se préparer, parce que ça serait pas du tout déconnant qu'on revienne tester cette zone avant d'aller plus haut. Donc en gros, les deux scénarios, je sais bien que c'est toujours compliqué d'établir des scénarios, et puis c'est très pratique pour certains d'en établir deux, et puis une fois que l'un des deux est arrivé, de dire, vous voyez, j'avais raison. Donc vous pouvez compter sur moi pour ne pas avoir ce genre de comportement. C'est pas du tout histoire de dire des prédications. C'est en gros, soit on est sur quelque chose qui ressemble un peu à la structure qu'on a eue sur le précédent bull run, celui de 2021, avec une suite comme ça d'impulsions haussières. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien se reposer sur l'ouverture du mois de janvier et aller sur des plus hauts. Ça, c'est tout à fait possible. Le deuxième scénario, ça serait un retest d'une partie de cette zone. Je serais très étonné que le marché ne laisse pas une inefficience avant d'aller plus haut. Donc ce que ICT nous enseigne, c'est le point de rendez-vous, c'est le seuil médian, c'est-à-dire que ça pourrait éventuellement nous emmener sur les 84 000 en gros environ. On pourrait tout à fait avoir ce genre de dynamique pour ensuite aller vers des plus hauts. Et le troisième scénario, bien évidemment, c'est la fête est finie et on a un rejet dans cette zone pour aller retester des plus bas. Donc voilà le scénario baissier. Et voilà les deux scénarios haussiers. Alors c'est sûr que je vois beaucoup de questions sur le Discord. Est-ce que tu penses que ça va aller plus haut? Est-ce que tu penses que ça va aller plus bas? J'en sais rien du tout. Très franchement, c'est très compliqué. C'est vrai que la saisonnalité, si on regarde les précédents cycles, nous amène à penser que ce serait plutôt un de ces deux scénarios qu'on va aller privilégier. Donc que le prix retrace là dans les semaines qui arrivent, ça serait pas du tout déconnant. Et ce qu'il va surtout falloir observer, c'est si on a un retracement, ça va être la réaction du prix au retest des inefficiences baissières. Donc soit elles ne sont pas respectées, et à ce moment-là on verra les FVG qui sont constitués dans cette baisse, qui sont traversés par le prix, auquel cas ça sera un signal haussier, soit on observe un rejet dans ces inefficiences, et à ce moment-là ça sera un petit peu à mon avis le signal de quitter le navire. Donc là, c'est sûr que ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte, notamment évidemment les taux d'intérêt, la politique des banques centrales, la dynamique du dollar, et puis après évidemment des événements impondérables, notamment macroéconomiques, géopolitiques. Donc ça fait beaucoup d'incertitudes, trop d'incertitudes pour se permettre de faire des prédictions sûres en fait. Donc, je regarde pas trop les réseaux pour cette raison-là, mais méfiez-vous toujours de ceux qui vous annoncent des scénarios comme ça un peu tout près. Parce que de toute façon, en gros, vous voyez, il n'y en a pas non plus 15 000 des scénarios, il y en a 2, 3. Donc c'est sûr que si je vous dis, moi je pense que c'est celui-là qui va arriver, et si j'ai raison, après j'allais venir faire mon kéké en disant, vous voyez, j'avais raison. Non, en gros, j'ai certainement eu autant de chance que j'ai eu raison en fait dans mon analyse. À partir du moment où on a le choix entre 2 ou 3 scénarios, si on a raison, est-ce que ça veut dire que l'analyse était bonne, ou est-ce que ça veut dire qu'on a eu de la chance? Il faut, à mon avis, toujours rester très humble par rapport à ce que le marché peut délivrer. Alors c'est vrai que sur les marchés, moi je suis plutôt partisan d'une rhétorique qui est assez particulière, ce qu'on appelle le principe de parcimonie, ou ce que certains appellent aussi le rasoir d'Occam, c'est-à-dire que lorsqu'on a plusieurs hypothèses qui se présentent à nous, on va privilégier celle qui paraît la plus vraisemblable. Et c'est vrai que sur les marchés, on a coutume de dire que c'est le momentum. Donc là, en l'état actuel, voilà ce que nous indique le momentum. Le momentum nous indique quelque chose de plutôt haussier. Après, c'est évident que tout dépend quel point de repère et quel cadre d'analyse on va privilégier. C'est sûr que là, si je me place au monthly,
Voilà ce que le momentum m'indique. Ce serait compliqué d'envisager autre chose qu'une dynamique haussière. Si je me place en weekly, pour l'instant également. D'ailleurs, en weekly, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a quand même une belle confluence là entre cette zone là des 0,5 de cette inefficience monthly et ce gap qui reste encore ouvert là entre les 78 000, 79 000 et 82 500. Bon, ça c'était une petite parenthèse, mais il y a quand même ici une belle confluence. Si je me place en daily, on peut voir que le momentum reste haussier, mais que là, on est rentré dans une pattern qui pourrait commencer à ressembler à un break de structure, un market structure shift. Enfin, c'est même pas qu'il pourrait commencer à ressembler, c'est que là, on peut considérer qu'il est acté. Et maintenant, si je vais en 4 heures, ce qu'on peut voir, c'est une structure de consolidation avec ici une figure qui pourrait ressembler à une figure de manipulation et là, des inefficiences baissières qui pour l'instant sont respectées. On le voit bien ici. Ici, elle est respectée. Ici, elle est respectée. Et le peu d'inefficience haussière qu'on a eu, en l'occurrence ici en 4 heures, n'a pas été respecté. Donc ça nous indique plutôt un momentum baissier en 4 heures. Donc ça, c'est un peu la raison pour laquelle je me méfie quand même là de la dynamique qu'on observe là depuis depuis le début du mois en fait, depuis début janvier, parce que la fractalité fait que c'est un phénomène qu'on va pouvoir observer au moment de toutes les ouvertures. Les ouvertures de session, les fameux lundis, qui ont tendance à être très piégeux sur les marchés, les ouvertures weekly et les ouvertures monthly également. Ce sont des moments où les intervenants, et notamment ceux qui ont le moins d'expérience, ont tendance à se précipiter sur les marchés pour essayer d'avoir les meilleurs prix. Et donc, il est quand même assez fréquent que le marché vienne à un moment ou à un autre punir ceux qui se sont précipités sur ces moments-là d'ouverture. Donc, en gros, tout ça, ça veut dire quoi ? Je suis pas en train de vous dire vendez tout, on va se ramasser. En l'occurrence, c'est peut-être ce qui va se passer, mais pour l'instant, j'ai pas trop d'arguments pour affirmer que c'est ce qui est en train d'arriver. Vu la saisonnalité, c'est toujours ça dont il faut se rappeler. La première chose, c'est bien évidemment, si c'est pas déjà le cas, c'est de prendre des profits. Et je sais bien que ça peut être frustrant, mais c'est pas déconnant de prendre des profits alors que le marché a déjà retracé de 17%. C'est rien, 17%. D'autant plus sur les marchés crypto. Donc là, actuellement, on est sur une jambe haussière qui nous ramène à 10% du plus haut de la TH sur Bitcoin. Donc très franchement, prendre des profits dans cette zone, c'est à mon avis absolument pas déconnant. De toute façon, comme dit ICT, c'est jamais une mauvaise idée de prendre des profits. Lui, ce qu'il dit exactement, c'est il n'y a pas de mauvaise façon de prendre des profits. Parce que des profits, c'est des profits. Alors, on pourrait toujours aspirer à avoir plus, c'est sûr, mais ça reste des profits. Et ça reste de l'argent qu'on n'a pas perdu. Donc ça, il faut toujours se rappeler de cette règle-là, il n'y a pas de mauvaise façon de prendre des profits. Par contre, il y a des mauvaises façons de prendre des pertes. Ça, c'est clair. Donc voilà pour l'instant mes points d'attention. On est sur les hauts time frames. C'est notamment, on sait qu'on a un appel d'air ici dans cette zone. Globalement, cette zone ici, on a un appel d'air. Mais que malgré tout, on a quand même un fort momentum. Et que le marché a une mémoire. Et que ce dont il a tendance à se souvenir, c'est davantage le momentum que les inefficiences. Ce qui pourrait être engageant là dans les jours, semaines qui viennent, c'est que le prix vienne surplomber cette dernière bougie baissière ici. Au-delà des 100 à 1000, pardon. Si le marché venait retester le plus haut de cette bougie, en l'occurrence en daily c'est la bougie du 26 décembre, ça serait pas mal. Ensuite, on a des inefficiences ici qui évidemment ne doivent pas être à l'objet d'un rejet. On a déjà eu un rejet ici dans cette zone, et le comportement du prix au contact de cette inefficience ici sera évidemment déterminant. Et ici, sur ce point, si on y va évidemment, un échec dans cette zone serait, à mon avis, un appel du pied du marché pour venir prendre des profits plus conséquents. Je dis pas de tout sortir, mais je pense que si le marché revient retester cette zone et qu'on assiste à un échec sous cette forme, là, ce serait une invitation à prendre des profits conséquents, et voire même pour ceux qui le souhaitent, de sortir. De toute façon, c'est jamais définitif une sortie, une entrée. C'est ce qu'il faut bien se dire. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait revendre, et puis si on a à nouveau des signaux haussiers, racheter, et ça pose aucun problème de racheter plus haut que notre prix de vente. Ça pose aucun problème. Ça, c'est une vision de l'esprit, c'est un biais psychologique qui nous empêche, parce que le prix est plus élevé que celui auquel on a vendu, de racheter, de reprendre une position. Mais pourquoi en fait ? Il y a aucune raison objective à ça.
L'important, c'est pas le prix d'achat. L'important, c'est les profits que vous allez réaliser. Et pour moi, des profits réalisés dans cette zone ou des profits réalisés dans cette zone, c'est les mêmes. Si je gagne 10 000 dollars ici et si je gagne 10 000 dollars ici, ils n'ont pas moins de valeur que ceux que j'aurais gagnés ici. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important à intégrer. Et c'est un problème auquel on est tous confrontés, d'autant ceux qui ont moins d'expérience sur les marchés. Ils considèrent que, voilà, ils sont par exemple sortis ici parce qu'ils avaient un signal baissier, mais qu'au final, le marché ne leur donne pas raison et le marché, finalement, continue à monter. Et ils auront du mal, par exemple, si on a ce genre de dynamique, voilà, un break de structure, une inefficience haussière, et là, un retest d'une inefficience pour ensuite nous amener vers des plus hauts. Et beaucoup n'accepteront pas de rentrer à nouveau dans cette zone, alors que là, on a le signal qu'on peut revenir. Et si jamais on se trompe, eh ben, on prend la perte, on sort ici, et puis voilà. Et ça ne viendra pas à valider tous les gains que vous aurez fait ici. Mais vous pourrez acter que, bon, finalement, la fête est finie, ou finalement, la fête continue. Ça, c'est vraiment très important. Ce qui est sûr, c'est qu'en règle générale, c'est rarement une bonne idée de réagir, de paniquer, ou de tarder à paniquer plutôt, et de sortir voilà, sur une baisse comme celle-ci, sachant que les baisses impulsives, comme on peut observer ici, mais comme on a pu en observer d'autres, hein, il est rare, extrêmement rare qu'elles ne soient pas retestées à un moment. Par exemple ici, sur cet échec-là, précisément, là on avait un signal de sortie. On avait un signal de sortie éventuellement ici, et si c'était pas ici, ben c'était là, sur ce point. Là on voit bien qu'on a eu un échec. Alors concernant les alts et notamment Ethereum, je ne vais pas trop m'attarder dessus. C'est vrai que en admettant que Bitcoin se mette à rentrer dans une dynamique de consolidation, et pour l'instant c'est ce qui a l'air de se passer, on voit que pour augmenter ce range ici, on voit que pour l'instant le prix est contraint dans ce range, et en admettant que Bitcoin reste à naviguer un peu dans cette zone, là c'est souvent des contextes où les alts en profitent pour imprimer des flux assez directionnels. Alors c'est un contexte dans lequel par exemple Ethereum pourrait tout à fait en profiter pour réaliser quelque chose. C'est vrai que là on est sur une zone qui pourrait être intéressante en admettant que les 2000, les 3000 dollars tiennent évidemment, mais si on observe une certaine dynamique sur Avax, Phantom, les mêmes coins, Solana, Link, voilà, pourrait tout à fait profiter d'une consolidation de Bitcoin pour nous réaliser quelque chose. Mais c'est sûr que, vu la dynamique mensuelle que Bitcoin est en train d'imprimer, il va falloir évidemment attendre un peu que le prix continue à réaliser sa course, hein, mais c'est vrai que moi, personnellement, je me fais pas, pour l'instant, en tout cas, pas beaucoup d'illusions après le premier trimestre 2025. En gros, peut-être janvier, février, mars, mais je vais rester très défensif et le doigt sur la gâchette en sortie du premier trimestre 2025. Évidemment, et comme toujours, hein, il faut vraiment être prêt à changer de biais et à se dire, bah non, finalement, c'est pas ça qui est en train de se passer, donc je prends mes dispositions, ou c'est ça qui est en train de se passer et je prends mes dispositions. Mais en tout cas, si on regarde l'historique de Bitcoin, c'est vrai qu'il est rare que de telles inefficiences restent ouvertes très longtemps. Donc quelques mois, oui, sans aucun problème. Beaucoup plus, personnellement, non, moi j'y crois pas. Donc voilà ce que j'ai à dire en l'état actuel de ce que les marchés nous montrent. Là, cette vidéo, je pense, est suffisamment longue, donc je ne vais pas faire de point copy trading aujourd'hui. J'en ferai un lors de la prochaine vidéo. Ce que j'ai à dire, c'est que c'est extrêmement positif ce que les bots ont réalisé, et puis également les stratégies discrétionnaires. Donc pour l'instant, si on devait dresser un bilan là des quelques mois de l'année 2024 qui se sont écoulés depuis le lancement du copy trading, c'est extrêmement positif. Et on va travailler, on travaille déjà à ce que tout ça le reste. Donc restez à l'écoute, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge, à laisser un commentaire, tout ça, ça vient flatter les algorithmes de YouTube, et donc c'est bien pour ma chaîne. En description, vous avez tous les liens pour venir nous rejoindre, dans le salon VIP notamment, pour venir rejoindre également le copy trading. Et très bientôt, je ferai quelques annonces qui devraient à mon avis vous intéresser.